Bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui vous permet d'être informé en temps réel, la chaîne qui est toujours permanente à vous informer. Elle est avec vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir un des cadres politiques de la RDC avec qui nous allons parler des différents sujets d'actualité. On va commencer avec les décès inopinés, en tout cas, du juge président qui avait en sa possession les dossiers 100 jours qui oppose la République à M. Vital Kamerhe. On va suivre avec l'avenir de la coalition Cash FCC qui impacte toujours négativement sur la population, et on va finir certainement avec les confinements de la ville de Kinshasa. Jusqu'à là, il n'y a pas encore des solutions efficaces. Et ce monsieur Albert, il est ancien membre de l'UDPS. Albert Moulika, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va. Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui et merci de nous avoir reçus chez vous. Première question, aujourd'hui nous avons assisté à la mort inopinée de l'ancien, on peut l'appeler comme ça, juge qui a en sa possession, ou qui avait en sa possession le dossier 100 jours qui oppose la République à M. Vital Kamerhe. Comment vous avez trouvé cette mort inopinée? Comme vous dites, bon, c'est un décès inopiné, c'est-à-dire que personne ne s'y attendait. Il est vrai que personne ne s'attend au décès de quelqu'un. Je profite seulement de cette occasion pour transmettre mes sincères condoléances à la famille du défunt, et espérons qu'au niveau de la justice, le suivi puisse se faire. C'est un magistrat qui, le juge du tribunal, le président de la cour qui est mort, on le remplace. De ce côté-là, il n'y a pas de difficulté afin que l'affaire puisse suivre son cours, puisqu'il y a une échéance déjà le 3 juin. Sa famille, qui a été retrouvée par un média local aujourd'hui, sa famille nous a expliqué que Monsieur le juge était bien hier matin avant d'aller dans son bureau, et de son retour du bureau ou de son travail, il présentait des malaises. Il vomissait. Là, ce sont des propos des membres de sa famille retrouvés ce matin dans leur domicile à Bandal. Et c'est à partir de 18 h qu'il a commencé à être un peu agité en termes de son physique. Il vomit en même temps, il était abattu physiquement, et c'est à 22 h que sa femme l'a pris dans la voiture pour l'amener à l'hôpital Nana, et à partir de 1 h, l'hôpital va constater sa mort. On peut expliquer ça comment, pendant qu'il était bien, vous avez vu, pendant le procès qui a intervenu il y a pratiquement 2 jours. Vous savez, d'après certaines informations que j'ai suivies aussi, certaines personnes présentes à l'audience de lundi, ainsi que quelques avocats, disent que déjà lundi, le juge président se plaignait de ne pas être en forme. On a lu aussi sur les réseaux sociaux que un membre de famille disait qu'il avait été attaqué par un groupe d'inconnus. Vous savez, dans des cas pareils, il y a toujours plusieurs versions au départ, mais il y a une enquête, je crois, qui sera mise en place, et on saura peut-être la vérité. Vous savez, c'est la mort d'une personne qui, surtout en ce moment, avait une fonction qui intéressait beaucoup les Congolais, puisque beaucoup de Congolais, surtout les Quinois, suivent ce fameux procès. Et c'est normal qu'il y ait des versions de toutes sortes, que ça aille un peu dans tous les sens. Je crois que le temps que les esprits arrêtent de s'échauffer et que les enquêtes puissent prendre place, on aura beaucoup plus de planification là-dessus. Sa femme, qui n'a pas eu assez de mots à dire, mais tout simplement ces phrases, elle s'est exprimée comme ça. Mon mari recevait des appels des inconnus. Moi-même, j'ai été intimidée par téléphone par des inconnus pour demander à mon mari de pouvoir abandonner son dossier. Il y a des gens qui me parlaient même au foyer, qui n'ont pas dit leur nom, et je ne savais pas quoi faire. J'ai demandé déjà à mon mari de pouvoir abandonner ce dossier. On peut croire qu'il y a une main noire derrière tout ça. Vous
savez, en politique, principalement, puisque c'est une affaire judiciaire, mais qui a son pendant dans le monde politique de notre pays actuellement. Vous savez, on cherche toujours des mains noires partout. Encore une fois, si l'enquête prouve que le juge Yanni a été assassiné, bon, on se pose toujours la question à qui profite le crime. Et là, ça fait partie encore d'une autre enquête. Mais moi, je crois que pour le moment, il ne faut pas trop se lancer dans des conjectures qui nous amèneraient à gauche, à droite, et finalement que rien de palpable ne sorte de ça. Je préfère regarder la vérité, la clarté de la situation actuelle, c'est que le juge président est empêché indéfiniment et qui peut être remplacé par un autre juge président et une autre chambre, une nouvelle composition de la chambre. Cette chambre aura à prendre connaissance des PV des deux audiences qui ont eu lieu afin qu'elle puisse siéger valablement lors de la troisième audience prévue le 3 juin. Lors de son récent procès plutôt à la François Makala, M. Victor Kamere avait prononcé ces mots. Quand on lui a demandé plutôt de pouvoir amener des témoins, c'est-à-dire sa famille, sa femme a été citée, sa fille Soraya Piana a été aussi citée. Il a dit que si vous touchez à ma famille, je vais allumer le feu. Nous assistons là à un procès d'intimidation où c'est la justice qui est empochée. Moi, personnellement, je ne l'ai pas entendu dire ça. J'ai entendu une exclamation de mettre le feu, mais je n'ai pas entendu ça de la manière dont vous l'avez entendu. J'ai entendu aussi l'avocat de la partie civile dire au prévenu que vous n'y échapperez pas. Vous n'échapperez pas à quoi? Parce qu'il est déjà condamné ou... Vous savez, c'est une affaire qui suscite beaucoup d'émotions à Kinshasa et ça devient à la fin un peu comme un match de football. Vous avez les supporters d'un camp et les supporters de l'autre camp. Chacun comprend les choses à sa manière et chacun a déjà ses coupables, ses jugements. Mais je crois que nous sommes dans une affaire judiciaire qui doit continuer son cours, qui a ses procédures. Et à la fin, nous verrons jusqu'où ça pourra aller. Moi, j'ai toujours dit, il y a deux questions fondamentales pour moi qui doivent être réglées. Est-ce que la justice pourra tenir un procès jusqu'au bout, c'est-à-dire un procès qui aille jusqu'au bout, puisque pour le moment, nous parlons d'un seul dossier du programme des 100 jours. Un petit dossier, le dossier des maisons préfabriquées. Il y a d'autres dossiers. Est-ce que la justice ira jusqu'au bout? Et la deuxième question, qui est plus fondamentale encore pour moi, c'est est-ce que le peuple congolais est prêt à affronter la vérité? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez que pour le moment, chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun fait partie et supporter d'une équipe, comme au football. C'est-à-dire qu'une affaire judiciaire qui est très sérieuse, qui est une affaire d'État, mais au niveau du peuple congolais, c'est beaucoup plus une affaire de variété. Une affaire de variété, c'est l'affaire dont on parle, conversation sur les terrasses, tout ça. Est-ce qu'on explique aux gens les détails des procédures? Est-ce qu'on explique aux gens que aujourd'hui vous pouvez pointer du doigt quelqu'un comme coupable, mais ce n'est peut-être pas lui, il n'est peut-être pas seul. Mais si parmi les autres coupables ou complices, il y a la personne que vous ne voulez pas entendre son nom comme coupable, quelle sera votre réaction? C'est pour ça que je dis, bon, je ne suis pas encore sûr que le peuple congolais soit prêt à affronter certains
certaines vérités qui pourraient sortir de ce procès. Mais nous devons tous souhaiter que ce procès aille jusqu'au fond. Quel message avez-vous à lancer par rapport à ces procès justement à la population que vous estimez n'être pas encore disposée ou prête à affronter la vérité, mais aussi à la justice qui doit demeurer impartiale et aussi à l'État congolais qui est complet? La justice connaît son travail, les magistrats, les juges, les substituts, les greffiers, tous ces auxiliaires de justice, y compris la police, connaissent leur travail. Il faut les laisser faire leur travail et les mettre dans les conditions idoines pour le faire. Et on voit aussi, avec le décès inopiné du président Yanni, il faut aussi faire attention et assurer bien sûr la sécurité de tous les concernés, y compris les prévus qui sont en détention provisoire à la prison de Makala. Il faut aussi assurer leur sécurité afin que nous puissions avoir le procès, les différents procès, que les différents procès aillent jusqu'au bout. Et à la population, je recommanderais simplement de bien suivre le procès. C'est aussi une opportunité pour chacun de s'informer sur les procédures judiciaires afin de comprendre comment les choses se passent. Ce n'est pas seulement dans une affaire judiciaire, on regarde les preuves et on instruit à charge mais aussi à décharge. C'est-à-dire on peut chercher à enfoncer quelqu'un, mais s'il y a des évidences, il faut aussi en tenir compte, des évidences que non, il n'est peut-être pas coupable, il faut aussi en tenir compte. Et ne pas tout mélanger avec la politique. Ne pas tout mélanger avec la politique. Et puis, vous savez, nous avons aussi un défaut en Afrique généralement, au Congo en particulier. Nous n'acceptons aucune mort naturelle. Nous n'acceptons plus les morts naturelles. Je suis d'accord qu'il existe, l'empoisonnement existe. Moi-même, j'ai déjà été victime d'empoisonnement à plusieurs reprises. Grâce à Dieu, je m'en suis tiré. Mais ne jamais oublier que tous nous mourrons un jour et personne ne sait prévoir comment on mourra. Mais il est difficile d'accepter la mort naturelle de quelqu'un, surtout dans le Kinshasa actuel où tout le monde meurt soit de poison, soit de corona et les gens ne sont plus très sûrs de tout ce qui se passe. Monsieur Albert Moulika, on continue dans cette série des questions-réponses. Je rappelle que vous avez été directeur du cabinet de Etienne Tshisekedi. Et porte-parole. Et porte-parole. Merci beaucoup, il y a très longtemps. Et vous avez quitté l'UDPS il y a également très longtemps. Nous voulons savoir, parce que vous avez de la maîtrise en ce qui concerne l'idéal ou l'idéologie que poursuit ces partis phares de l'opposition. Nous voulons comprendre qui est l'avenir vous donner à la coalition Cash FCC, parce que vous avez certainement été aux côtés de Félix dans la lutte avec l'UDPS. J'ai été aux côtés du docteur Etienne Tshisekedi, qui était notre président tous. L'avenir de la coalition FCC Cash, dès le départ, j'ai dit et je maintiens aujourd'hui que cette coalition n'est pas dans l'intérêt des Congolais et ne gouverne pas dans l'intérêt des Congolais. Regardez, ça fait plus d'1 an que cette coalition est en place et gère le pays à travers un président et un gouvernement. Quelle est l'évolution de la situation sociale du Congolais, positive ou négative? Chaque Congolais a sa réponse. Et puis, c'est une coalition qui est issue d'élections frauduleuses, comme toutes les élections qui se sont tenues dans ce pays en 2006, en 2011, en 2018. Nous n'avons pas encore... J'ai toujours dit que le Congolais a reçu le droit de voter, mais pas encore d'élire ses dirigeants.
que nous allons déposer un document là, au bureau de vote, mais ce n'est pas les personnes véritablement choisies qui sont proclamées par la CENI. Et vous remarquerez que à chaque élection, la CENI elle-même viole la loi parce qu'elle ne publie jamais les résultats avec le bulletin des bureaux de vote à l'appui. Et même lorsque la Cour constitutionnelle confirme les résultats de la CENI, on ne vous exhibe pas ces PV des bureaux de vote. Et on ne fait que appuyer ce que la CENI a donné comme résultat. Vous savez, tout étudiant de droit sait que on dit fraus omnia corrompit, la fraude corrompt tout. Quelque chose qui est issu de mensonges, d'obscurité ou de fraude, qu'est-ce qui peut en sortir? Nous le voyons au jour le jour, des morts suspectes, une situation économique qui tourne à la catastrophe, à un moment où déjà l'économie mondiale se trouve aussi en pleine catastrophe. Donc, pour résumer, j'ai toujours dit que cette coalition n'est pas dans l'intérêt du Congolais. Un an déjà, depuis, je dirais bientôt 2 ans, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, et c'est les dollars 19 000 francs pour 10 dollars, et c'est la population qui manque à manger. Oui, le coronavirus a impacté sur la vie quotidienne de tout Congolais ou de tout Quinois ici à Kinshasa. Voyez-vous Félix Tshisekedi réussir ces 5 ans? Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. En tant que Congolais, tout le monde doit souhaiter que, je ne vais pas dire Félix Tshisekedi, mais Félix Tshisekedi tout seul, il ne peut rien réussir. Hein? Tout le monde doit souhaiter que nous réussissions tous ensemble au Congolais, que chacun en faisant sa part puisse réussir d'abord à éviter au pays plusieurs catastrophes qui se profilent à l'horizon. Vous savez, aujourd'hui, on ne parle presque plus dans les médias de ce qui se passe à l'est du pays, qui n'a pas arrêté depuis 20 ans. Et nous devons tous souhaiter qu'ensemble, nous fassions de ce Congo un pays plus beau qu'avant. Un pays plus beau qu'avant. Quel bilan, brièvement, de nouveau à ces 1 an de Félix Tshisekedi? Le bilan, vous venez de le dire, prenez le dollar qui est à 1900. Et moi, en novembre, selon mes analyses personnelles, j'avais prévu le dollar à 2000 au mois de juin. Et là, on ne parlait pas encore de Corona. Bon, vous savez, on n'improvise pas trop, il faut éviter de trop improviser en politique, surtout lorsque vous avez la charge de la vie de 80 millions de personnes. Il faut avoir un plan et un programme bien établi, bien sûr avoir aussi les ressources humaines pour mener à bien ce programme. Jean-Marc Abound destitué, à qui bénéficie cette destitution? Je pense que ça bénéficie à l'UDPS, puisque l'UDPS va proposer un remplaçant qui devra être meilleur que Jean-Marc Abound. Pourtant, ils ne sont pas d'accord. Hier, on était avec eux au siège de l'UDPS. Ils ont manifesté contre cette destitution et ils disent qu'ils n'ont plus des noms à donner ou à proposer à l'Assemblée. S'il s'agit de proposer quelque chose, ce sera Jean-Marc Abound, soit que le président puisse choisir Jean-Marc Abound comme informateur afin d'essayer de localiser la majorité pour reconstruire les choses. Qui a dit à l'UDPS que l'UDPS ne donnera pas un autre nom? Vous parlez des combattants ou vous parlez du responsable du parti? De certains responsables et cadres qu'on a trouvés hier, je ne peux pas citer leur nom ici. Vous savez, un parti ne parle pas de plusieurs voix.
Je dis, j'étais porte-parole d'Etienne Tshisekedi, j'étais le seul autorisé à parler au nom. Restez calme, mais il y aura certainement une solution. Vous avez été à l'UDPS il y a très longtemps. Même aujourd'hui, si vous n'êtes plus là-bas, vous savez quand même qu'avec ça, ça peut finir par ici parce que vous maîtrisez en tout cas les contours du parti. Voyez-vous l'UDPS exister après 2023? Je crois que l'UDPS existait encore très très longtemps parce que d'abord c'est une habitude dans notre pays. Les partis existent depuis très longtemps. Le MNC Lumumba existe encore aujourd'hui, le PALU existe aujourd'hui, la BACO existe toujours. Pourquoi l'UDPS disparaîtrait? Je crois que ceux qui pensent que l'UDPS disparaîtra ne connaissent pas l'histoire de l'UDPS. Mais si la question est-ce que l'UDPS pour un jour récupérer le poids qu'il avait à l'époque où les fondateurs étaient tous ensemble et qu'ils ont pu, à travers ce parti, cristalliser les vœux et les aspirations de tout un peuple, ça restera. Vous avez un diplôme, si je peux le dire comme ça, en droit. Comment vous allez expliquer ces concepts de l'état de droit, état de droit, état de droit? Est-ce qu'il existe au Congo ou pas? Non, je n'ai pas un diplôme en droit. J'ai étudié dans une école qui se trouvait dans une faculté de droit. Vous savez, l'état de droit, je crois que, bien sûr, Etienne Tshisekedi n'a pas écrit. Et malheureusement, à l'issue du premier congrès du parti qui s'est tenu en décembre 2010, congrès au cours duquel on a procédé à la création de l'école du parti, malheureusement cette école n'avait pas encore vraiment fonctionné et je ne pense pas qu'elle fonctionne encore à l'heure actuelle, car c'est à travers cette école qu'on aurait dû commencer à former politiquement les membres de l'UDPS. Parce que vous citez un exemple très important, qui va même au-delà des membres de l'UDPS, parce que tout le monde parle état de droit, mais à la fin du compte, on est compte que personne ne sait ce qu'est l'état de droit. Et Etienne Tshisekedi disait l'état de droit, c'est lorsque chacun est soumis à la loi et chacun respecte la loi. Il n'a pas dit si c'est les Bakonzi, si c'est les gens de Gombe, il a dit chacun. Il faut expliquer que lorsque tu tires le courant de ton voisin, là, tu agis contre l'état de droit. Tu ne peux pas faire ça. Lorsque tu fraudes ou tu corromps pour pouvoir inscrire ton enfant à l'école, tu agis contre l'état de droit. Donc l'état de droit concerne tout le monde. Donc, pour le moment ici à Kinshasa, on a l'impression que l'état de droit, c'est le procès 100 jours, si Kamere est condamné, c'est ça vraiment l'état de droit. S'il est libéré, ah non, là, ça ne sera pas vraiment l'état de droit. Hein, il y a même des gens qui contrôlent l'état de droit. Pour un camp, c'est Félix Tshisekedi qui contrôle l'état de droit. Pour l'autre camp, c'est Joseph Kabila qui contrôle l'état de droit. Donc, je crois qu'il appartient aussi au gouvernement, à travers ses ministères et ses moyens, de lancer aussi une campagne d'explication à la population. Qu'est-ce qu'un état de droit? Quelles sont les obligations du Congolais, donc de chaque Congolais, si nous voulons effectivement tous ensemble, établir et consolider un état de droit. Parce que si moi seulement je respecte la loi, mais vous ne la respectez pas, nous n'aurons pas d'état de droit. Et l'état de droit, ça ne concerne pas seulement les politiciens, pas seulement les ministres, les présidents,
les PDG, mais ça concerne tout Congolais. Tout Congolais. Nous continuons. Dernier sujet dans cette série de questions-réponses, M. Albert Munika. Dossier coronavirus. Le pays dépasse déjà les cas de plus de 10 000 personnes atteintes, dont je dirais 3/4 ici à Kinshasa. Gombe confiné, début des confinements progressifs, etc. La population, nous étions il y a quelques jours au grand marché où les vendeurs se plaignent de la situation des vies qui se détériore du jour au lendemain et demandent les déconfinements. Vous, comment vous avez trouvé ça? Déjà, le cas par exemple ici à Gombe, des personnes qui sont à tête ne sont pas à Gombe seulement. Il y a d'autres communes où il y a des personnes. À Lemba par exemple, il y a quelques jours, il y avait 46 personnes trouvées. Ce n'est pas Gombe. Et pourquoi Gombe doit continuer à être confiné? Je me pose aussi cette question. J'habite à Gombe. Au départ, je trouvais que le confinement de Gombe était urgent et se justifiait, surtout dans le sens que Gombe, c'est la commune la plus petite de Kinshasa, c'est la moins peuplée. Hein. C'est par là que, soi-disant, le virus est entré à partir de voyageurs qui venaient de l'étranger et qui, pour la plupart, travaillaient à la Gombe. Mais voilà, après un mois de confinement, je n'ai pas vu des tests de prévention en quelque sorte. Je vois seulement, on procède à des tests de diagnostic, mais pas des tests de dépistage. Or, Gombe étant très petit, il y avait moyen pour moi de faire du porte-à-porte et de tester même toute la population de Gombe pour avoir des statistiques fiables et que ça puisse aider maintenant l'autorité dans sa stratégie de déconfinement de la Gombe. Parce que Gombe, c'est le centre névralgique des affaires, le centre où toute la cité vient pour s'approvisionner. Et lorsque vous allez déconfiner maintenant toute cette population qui va envahir Gombe, est-ce que vous pouvez assurer que cette population pourra respecter les mesures barrières, tout ça? Est-ce que l'éducation ou la campagne de sensibilisation a été faite dans ce sens? Vous avez parlé du grand marché, on est en train de rebâtir un peu le grand marché, mais est-ce que cela va-t-il correspondre aux habitudes que les Congolais ont déjà prises, surtout ceux qui vendent au grand marché et ceux qui viennent acheter? Vous savez, donc, ce sont tous des détails, toutes des précisions que nous n'avons pas encore pour le moment. Et enfin, comme nous ne savons pas quand est-ce que ce déconfinement va prendre place, mais il ne serait pas bon d'avoir un déconfinement qui soit brusque et qui ne soit pas maîtrisé et qui risque de relancer la contamination à la Gombe. Alors qu'actuellement, la Gombe est, je crois, le troisième ou la quatrième zone affectée de la ville. Monsieur Albert Munika, parlons justement des tests comme vous les proposiez porte à porte. Je rappelle qu'il y a une entreprise chinoise qui est en place ici à l'hôpital Saint-Contenaire pour essayer d'aider l'équipe des ripostes congolaises sur le terrain avec le dépistage, les tests, etc. Ils ont pu découvrir 50 personnes qui ont été déjà internées à l'hôpital Saint-Contenaire mais qui ne sont pas infectées. Ces 50 personnes ont été relâchées et le docteur Mouyembe qui est à la tête de cette équipe nous dit que ces 50 personnes ont été guéries. On ne comprend pas jusque-là. Est-ce que l'équipe des ripostes sur le terrain présente des faiblesses, c'est de l'inefficacité ou ils n'ont pas à leur possession tous les moyens qu'il faut? Et je crois que le malentendu de la visite de cette délégation chinoise réside justement dans le fait. Ont-ils dit que ces gens n'ont jamais été infectés ou ont-ils dit qu'à ce stade, ces gens ne sont pas infectés et donc sont guéris et peuvent sortir? Je ne pense pas que les Chinois ont dit que ces gens n'ont jamais été infectés. Et que le jour où eux, ils ont vu ces hospitalisés, on dit que non, ils n'ont pas le virus.
ils sont guéris, ils peuvent sortir. Mais la gestion de la task force, ce n'est pas chose facile. Hein. Vous savez que nous avons déjà certaines habitudes de gouvernance qui font que face à une telle pandémie, vous devez faire preuve de sérieux dans la gestion de tous les fonds qui sont mis à votre disposition. Vous pouvez rencontrer des difficultés parce qu'il y a toujours des charognards qui essayent de soutirer un peu des fonds partout. Mais vous savez, le principal, c'est, je crois que jusqu'à présent, la ville de Kinshasa, pour moi, a été épargnée par la pandémie. Et nous devons saisir cette aubaine, cette chance, pour faire en sorte que la pandémie ne puisse jamais vraiment prendre pied ici dans la ville. Et ça, cela dépend de l'information, la sensibilisation. Il faut absolument combattre cette idée qui se trouve dans la tête de certains Quinois que oh, cette maladie n'existe pas ou c'est la maladie seulement des gens de la Gombe ou des gens qui vont en Europe. Non, 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 non. Comme le virus est déjà dans le pays, il faut empêcher le virus de se propager. Et ça, c'est notre responsabilité à nous tous. Voilà, c'est la fin. Monsieur Albert Mouleka, nous vous demandons de nous dire votre dernier mot en résumant tout ce que nous avons parlé aujourd'hui. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est une première. Encourageons la justice à faire son travail. Mettons-la dans les conditions idoines pour atteindre cet objectif. Et pour ce qui concerne l'UDPS, souhaitons à l'UDPS de pouvoir gérer ses problèmes en toute sagesse et conformément à ces textes. Qu'elle puisse faire un choix définitif entre les deux statuts qui sont à la base de tous ces problèmes. Et enfin, pour le coronavirus, je tiens à répéter à nos frères et sœurs que le coronavirus est une véritable pandémie. Il faut arrêter sa propagation. C'est notre devoir à tous, en commençant par respecter les mesures barrières, se laver les mains fréquemment. Lorsque vous êtes en conversation, gardez la distanciation sociale de minimum 1 mètre. Et lorsque vous êtes au milieu d'une foule, où vous allez rencontrer des gens, n'oubliez pas votre masque. Et en fin de compte, dès que vous ressentez un des symptômes, soit la toux sèche, la fièvre, certaines courbatures ou quoi, n'hésitez pas à aller tout de suite à l'hôpital, vous faire ausculter et demander vous-même le test, qu'on fasse le test de dépistage du coronavirus. Le coronavirus tue, mais elle tue quand on n'est pas soigné. Elle tue quand on n'est pas bien propre. Et que vraiment tout le monde prenne conscience du sérieux de cette pandémie, parce que nous avons la grâce, pour moi, unique, que sur 15 millions, à peu près la population de Kinshasa, nous avons jusqu'à présent à peu près 2500 cas de coronavirus, et nous avons quand même beaucoup de gens qui guérissent de ça, très peu de gens qui en meurent. Et c'est une occasion pour nous tous, nous puissions combattre ce virus, cette pandémie, et éviter sa propagation. Merci beaucoup, Monsieur Albert Mouleka. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans cette série de questions-réponses. Je vous remercie pour votre attention soutenue et je vous retrouve très prochainement.
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Leadership, gouverneur Richard Mouyej, le plébiscite des Forbes. Politique, le système politique africain. Alternance et organisation de partis politiques, les opposants, nouvelle force du pouvoir. Interview, Jean-Marc Kabound, l'UDPS ne cédera pas au chantage. Baudouin Maillot, au nom de quoi on nous impose la machine à voter. India Omari passe en revue le meeting du FCC. Province, les lois là-bas, coffre-fort de réserve minérale. Sud Kivu, l'impulsion salvatrice de Maître Nyamugabo. Économie, budget colossal de l'État, réalité et promesses. BIAC, 2 ans après, toujours pas de repreneur. Afrique, le poids des organisations africaines. International, la Cour pénale internationale en sursis. Dr Mukwege, un prix Nobel politisé. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.